Le patron d'une entreprise familiale n'a aucun souci à se faire pour son avenir. C'est l'une des personnes les plus gentilles et honnêtes que j'ai jamais rencontrées. De l'extérieur, tout avait l'air parfait. Jusqu'à ce que le vilain petit canard de la famille mette les plans de tout le monde à l'eau. En Utah, il y a un proverbe qui dit « Il faut éviter le mal sous toutes ses formes ». Quelque chose de pourri rôde par ici. Et quelqu'un va connaître une mort violente très prochainement. Toute cette histoire a éclaté comme une tempête. Salt Lake City. Cette ville à la beauté majestueuse attire des visiteurs de toutes parts. Les montagnes sont l'attraction principale de l'Utah. Les gens viennent pour faire du ski, du snowboard et de la randonnée. Le paysage autour de la ville est magnifique. Elle est encerclée par les montagnes. Il y a beaucoup de parcours pour faire de la randonnée, du vélo et d'autres activités en plein air de ce genre-là. Il y a beaucoup d'infrastructures à disposition. La ville propose beaucoup d'activités culturelles et ludiques. Donc, que vous ayez envie de jouer au golf, de faire du vélo, ou que vous préfériez assister à des opéras, des pièces de théâtre ou des choses comme ça, vous trouverez votre bonheur par ici. On a tous les services qu'il vous faut. Il y a plein d'endroits intéressants à voir et d'activités à faire dans le centre-ville de Salt Lake City. Il y a aussi une université pas loin. La ville offre de nombreuses opportunités professionnelles, mais en même temps, les gens se connaissent tous. Salt Lake City renvoie une image de ville propre et très agréable à vivre. Vraiment agréable. La ville accueille de nombreux touristes qui viennent pour y passer une semaine ou deux. D'autres ont du mal à quitter son caractère plein de charme. Salt Lake est une ville où il fait bon vivre, surtout pour les jeunes, qu'ils soient mariés ou célibataires. La vallée de Salt Lake semble être un paradis sur Terre. Mais on ne sait jamais quels malheurs peuvent cacher des portes closes. Parfois, il faut savoir s'éloigner pour se sentir en harmonie avec soi-même. Les Mead sont un bon exemple d'une famille qui a su tirer profit de tout ce qu'avait à offrir Salt Lake. Leur entreprise d'entretien d'avions, Valley Ground Service, leur offre de bons revenus. Les compagnies aériennes qui n'étaient pas bien implantées à Salt Lake City avaient besoin de personnel qui pourrait s'occuper de l'avion avant qu'il redécolle. Valley Ground Service se faisait payer assez cher, mais ça restait avantageux pour les compagnies aériennes. Celui qui est à l'origine de l'entreprise, son fondateur et actuel directeur, est David Mead. Il me faisait penser à Tom Cruise, un type très séduisant. David avait un caractère plutôt timide et posé. C'était quelqu'un qui ne prenait pas de décision à la hâte. David a beau être le fondateur et le directeur de l'entreprise, il n'hésite pas à se retrousser les manches quand il le faut. Celui qui s'occupe de la plupart des tâches ingrates n'est autre que le frère de David, John. C'est un bras droit parfait, toujours prêt à faire ce que lui demande son petit frère. Ils étaient très proches. Johnny s'extasiait devant son frère parce que David était le battant de la famille. Il gagnait beaucoup d'argent et Johnny était en admiration devant lui. John est content de pouvoir récolter les fruits du travail de l'entreprise florissante de son frère. Il y a peu de temps,
Un autre membre de la famille a rejoint les rangs. Leur cousin, Jack Hendricks. C'est l'une des personnes les plus gentilles et honnêtes que j'ai jamais rencontrées. Il est très sincère. Mais ce cousin modeste a un passé chargé qu'il n'a jamais pu complètement effacer. Jack a eu des problèmes et s'est drogué. Mais ça ne fait pas de lui une mauvaise personne. Jack a fait plus d'un séjour en prison. Il se reposait sur ses talents de voleur pour réussir à se procurer de la drogue et ses proches en ont aussi fait les frais. David, en particulier. Il a volé de l'argent 3 fois à David. Heureusement pour Jack, son cousin David lui a pardonné et l'a accueilli à bras ouverts dans la famille et dans l'entreprise, en lui accordant une dernière chance. Pendant les quelques heures de libre par semaine que lui laisse son travail, David aime passer du temps tranquillement chez lui. Et personne ne l'aide à se détendre comme sa jolie femme, Pamela. Pamela était hôtesse de l'air sur des moyens courriers. Il y avait quelques avions qui décollaient et atterrissaient à Salt Lake City. Elle était très gentille. C'était quelqu'un qui croquait la vie à pleines dents. On appréciait sa compagnie. Elle aime son rythme de vie au-dessus des nuages, mais aime aussi passer des moments coquins avec David, dès qu'elle en a l'occasion. Leur mariage était parfait. Ils avaient tous les deux une belle carrière, étaient amoureux et étaient bien établis à Salt Lake City. Ce soir, une fête est donnée pour célébrer les 8 millions de kilomètres de vol que Pamela a parcourus dans sa carrière. Tout le monde est invité, mais le cousin Jack ne peut pas s'empêcher de ne pas se sentir à sa place. David lui a peut-être pardonné ses antécédents, mais pas Pamela. Il savait qu'il l'avait blessée, qu'il avait porté un coup à leur relation et qu'elle ne voulait plus lui parler. Et certains membres de la famille semblaient être de l'avis de Pamela. La famille se demandait toujours pourquoi David avait une si bonne relation avec Jack. Surtout Johnny. David a envie que tout le monde s'entende bien, et personne n'a envie d'aller contre la volonté du directeur. Après tout, c'est lui qui paye leur salaire. L'entreprise marchait bien et les employés gagnaient bien leur vie. Avec Valley Ground Service, l'argent coulait à flot. Ils ont pu faire plus de choses et leur train de vie s'est grandement amélioré. Les Mead sont un parfait exemple d'une famille qui sait profiter de la vie. Mais Pamela a un secret douloureux qui pourrait bien tout changer. Pamela avait des problèmes au pied. Ses os se séparaient progressivement de son pied. Pam marchait très lentement et avec difficulté. Les derniers vols qu'elle a effectués ont été particulièrement éprouvants. Le métier d'hôtesse de l'air peut être vraiment dangereux et douloureux pour les pieds. Sa seule option est de subir une opération, ce qui veut dire qu'elle ne pourra pas faire le travail qu'elle aime pendant plusieurs mois. Et la vie ne va pas tarder à être plus difficile pour la famille Mead. Car un secret de famille jusqu'à présent bien gardé va entraîner une mort véritablement affreuse. À Salt Lake City, le chef d'entreprise David Mead
a vu décoller son entreprise d'entretien d'avion, en partie grâce au grand dévouement de son frère John et de son cousin Jack. Quand on possède une entreprise, on est en mesure d'aider sa famille et ses amis en leur confiant un poste. Surtout quand on est quelqu'un qui s'entend bien avec sa communauté et son entourage. Mais toutes les nouvelles ne sont pas bonnes. La femme de David se remet petit à petit d'une lourde opération du pied. En mari dévoué, David demande à John et Jack de l'aider à creuser une mare à poissons dans son jardin. Y a-t-il meilleure façon pour redonner le sourire à son épouse? Mais travailler ainsi côte à côte ne fait qu'attiser les tensions entre Jack et John. Ils n'étaient pas proches. Ils ne se fréquentaient pas du tout. John en a assez et veut que la situation change. Mais David est trop absorbé par le projet pour s'en apercevoir. Pendant les jours qui suivent, David poursuit la construction de la mare. Ils ont posé des briques pour délimiter la mare. Ils ont d'abord posé une sous-couche et ont mis les briques par-dessus avant d'ajouter des pavés et des pierres. Ça ajoutait du caractère et un certain charme à leur jardin. Plus qu'un jour ou deux, et le mari attentionné pourra dévoiler son œuvre. Mais tandis que son attention est tournée vers la maison, c'est au travail qu'un problème survient. Une compagnie aérienne importante, qui avait sa base à Salt Lake, a déménagé. Ils ont perdu ce contrat. C'était un des principaux partenaires de Valley Grande, donc ça voulait dire que les grosses rentrées d'argent de l'entreprise allaient s'arrêter. Ce genre de nouvelles peut être un désastre pour tout le monde. David perdait la capacité d'aider son entourage comme avant, y compris sa famille. Il fallait réévaluer son budget et se serrer la ceinture, couper certaines dépenses. Il fallait peut-être licencier certains membres de la famille et se débrouiller avec moins d'employés. Ce qui veut dire que John ou Jack pourraient se trouver sur la sellette. Mais leur problème semble se résoudre tout seul quand le cousin Jack ne se présente pas au travail un matin. Jack a disparu. Ses proches sont sans nouvelles. Il est introuvable. Jack a disparu et la famille n'a jamais prévenu la police. Comme il était toxicomane, les gens ont dû se dire qu'il devait être quelque part en train de comater. Qui aurait pu croire que quelques jours plus tard, les Mead devraient affronter un souci autrement plus grave qu'un membre de la famille qui disparaît. Le soir du 15 août, David est enfin prêt à montrer à Pamela sa toute nouvelle mare à poissons. Il en était très fier. Il lui a parlé de ses recherches sur les poissons rouges. Pamela adore la nouvelle petite oasis qui décore leur jardin. Et maintenant que le projet est achevé, David peut à nouveau se concentrer sur son entreprise. Qui aurait pu prévoir que la prochaine fois que quelqu'un regarderait dans la mare, il y verrait un cadavre? Pour compenser l'absence de son cousin Jack, David doit aller au travail. Mais pour le voisinage et les amis de la famille Mead, le calme de la nuit ne va pas tarder à être interrompu. J'ai entendu quelqu'un crier. C'était fort. Ce n'était pas seulement un cri, mais un hurlement à la mort. Ça vient de chez les Mead.
Quand on entend un cri pareil, on se dit que quelqu'un est en train d'être roué de coups. C'était à glacer le sang. J'ai ressenti une montée d'adrénaline et j'avais peur de ce que j'allais trouver dehors. Mike a dit qu'il allait voir et que je devais le rejoindre avec une lampe torche. Je suis arrivé dans le jardin et mes yeux ont mis du temps à s'habituer à l'obscurité. La police arrive quelques secondes après lui. Et c'est à ce moment-là que tous font une terrible découverte. On distinguait à peine les contours du corps qui était allongé par terre. Le corps n'était autre que celui de Pamela Mead. Ils ont découvert Pam couchée par terre. Elle avait tous ses vêtements, mais ils étaient complètement trempés. Et à côté d'elle, le mari éploré, en état de choc. David sanglotait. Ils ont dû l'éloigner de Pam pour qu'il puisse reprendre ses esprits. Difficile de croire qu'une telle tragédie puisse frapper une famille en apparence si heureuse. Mais il suffit d'une ride sur l'eau pour former un raz-de-marée de soupçons. Ça commence avec une petite fissure dans le barrage. Un peu de pression, il commence à fuir par-ci par-là, et une autre fissure se forme, et encore une autre. Il a dit qu'il avait été appelé à l'aéroport cette nuit-là parce que Jack n'était plus là pour faire son travail et qu'il y avait un avion à nettoyer. Avant de partir, il a embrassé sa femme et il lui a demandé si elle pouvait aller nourrir les poissons. David est allé au travail pour accomplir la tâche qui aurait normalement dû être faite par Jack Hendricks. Il est rentré plus tard dans la nuit. Il n'a pas pu trouver Pam dans la maison. Ensuite, il est allé voir dans le jardin. Et il l'a trouvée qui flottait sur le ventre, dans l'eau. Mais la recherche d'indices ne fait qu'épaissir le mystère. Il n'y avait pas de traces de lutte, pas d'échymose, pas de marques sur ses mains, pas d'ongles cassés. Elle avait un peu de sang derrière la tête. Elle présentait une petite blessure à l'arrière du crâne. Environ de la taille d'une pièce de monnaie. Comme si la personne était tombée en arrière et s'était cogné la tête. La pauvre Pamela semble à première vue avoir été victime d'un malheureux accident. Il y avait un petit sachet de nourriture pour poissons juste à côté. Il n'est pas difficile de deviner ce qui a pu se passer à partir de ces éléments. Elle avait du mal à marcher, comme on peut s'en douter quand on voit les chaussures qu'elle portait. À cause de ses chaussures et de son état, les risques qu'elle tombe dans la mare étaient bien plus importants. Et la douleur aurait pu l'empêcher d'en sortir toute seule. Tout de suite, plus les enquêteurs essaient d'avoir d'informations, plus ils ont l'impression de nager en eau trouble. C'est par une chaude nuit d'été à Salt Lake que les enquêteurs essaient de comprendre comment a pu mourir la femme de David, Pamela. J'ai regardé toutes les briques et toutes les pierres, et je n'ai pas pu déterminer ce qu'elle avait heurté en tombant. Le médecin légiste déclare tout de même que la cause de la mort de Pamela Mead est noyade par accident, pour l'instant. Rien n'indiquait que c'était un meurtre. Pamela aurait pu trébucher et se noyer dans la mare. Mais le lendemain,
un visiteur surprise fait reconsidérer toute la thèse du tragique accident. C'est une femme, et elle s'appelle Winnie. Elle a dit qu'elle avait des informations concernant la mort de Pam et qu'elle voulait leur en faire part. Et que sait-elle donc? Winnie était une jeune femme avec qui David avait eu une aventure. Elle avait été sa maîtresse il y a des années. David avait donné un appartement à Winnie. Il lui payait des voyages, il l'entretenait. Quand Pam était en déplacement, David et Winnie partaient ensemble à Hawaï ou au Mexique. Et ils le faisaient en utilisant les privilèges que Pam obtenait de sa compagnie aérienne. Des affaires de meurtre peuvent attirer toutes sortes de fous. Mais pas besoin de croire mademoiselle Winnie sur parole, car à la surprise générale, elle a amené des petits cadeaux pour adultes au commissariat. Qui sait pourquoi les gens font ces cassettes? En tout cas, elles étaient là. Le problème avec ces vidéos porno amateurs, c'est que si Pamela les avait trouvées, elle aurait probablement demandé le divorce à David. Donc il avait intérêt à ce que personne ne voie ces cassettes. On peut imaginer le choc que leur a fait la visite de Winnie, qui s'est mise à raconter des tas de choses sur David. Et surtout, à dévoiler son vrai visage. Et pourquoi révéler leur aventure maintenant? La maîtresse de David a peur, parce qu'elle pense que son amant avait un mobile de meurtre. L'affaire est réouverte et mise dans la catégorie des meurtres potentiels. David se fait cuisiner par les interrogateurs, en commençant par sa prétendue escapade nocturne pour aller à l'aéroport. Il a dit qu'il passait toujours par le portail et qu'il gardait une trace des heures d'entrée et de sortie. Il est arrivé à l'aéroport vers 20h45, portail 13. Ça a été enregistré par l'ordinateur. Entre 23h et minuit, il est ressorti par la même porte. C'est un alibi en béton. Mais ce n'est pas suffisant pour convaincre les sceptiques. Ils avaient des contrats d'assurance particuliers. Ils devaient toucher 250 000 $ de double indemnité et un demi-million en cas d'accident. Les deux avaient ça. Pour Pam, qui était sans emploi à ce moment-là, c'était une somme d'argent très importante. David admet que ça peut paraître suspect, mais il n'a jamais voulu de cette politique, et il peut le prouver. Une collègue de Pam travaillait dans les assurances et naturellement, elle en avait parlé à tout le monde, y compris à Pam. L'assurance était une idée de Pam et elle voulait aider son amie. Pourtant, un doute subsiste. David insiste pour passer un test au détecteur de mensonges. Et croyez-le ou non, il a réussi le test avec brio. Et les enquêteurs se sont dit alors qu'ils soupçonnaient peut-être la mauvaise personne. Mais au moment précis où il semblerait que le mari soit mis hors de cause, les policiers découvrent une chose qui va les faire soupçonner un bien plus grand nombre de personnes. La compagnie d'assurance reçoit un coup de téléphone le lendemain de la mort de Pam d'une personne qu'ils croient être David. Ils se rendent compte rapidement que ce n'est pas lui. Ce n'était pas David qui avait appelé la compagnie d'assurance, mais son frère, John. Pourquoi John essaierait-il d'encaisser l'argent de son assurance vie? Suspect, n'est-ce pas? Les enquêteurs se rendent alors chez David, où vit John, depuis la mort de Pamela. Comme personne ne venait ouvrir la porte, ils décident de faire le tour de la maison. Ils s'apprêtent à avoir une belle surprise.
Les temps n'étaient plus là. Ils ont vu que Johnny était en train de le reboucher avec de la terre, comme pour faire croire qu'il n'y avait jamais eu d'étang à cet emplacement. Il enterrait toutes les briques. Il enterrait tout. On n'aurait jamais deviné qu'il y avait eu une mare là. Le frère a prétexté avoir peur que les enfants du voisinage ne tombent dedans et se blessent. Maintenant, tout espoir de résoudre cette affaire pourrait se retrouver 6 pieds sous terre, comme la pauvre Pamela. Ça ne fait que rajouter des soupçons. John nous a dit qu'avec tout ce qui s'était passé, le trou était trop dangereux pour les enfants des environs. Alors il l'a rebouché. C'est une affirmation bien étrange. Ce qu'il y avait de plus inquiétant avec la mare, c'est le fait qu'elle ait été détruite dès le lendemain de cette mort atroce. C'est un comportement typique de quelqu'un qui a commis un meurtre. Détruire la scène du crime ou justifier la présence de leurs empreintes digitales. John refuse de coopérer davantage. Et les enquêteurs doivent alors repartir avec le soupçon que John ne leur a pas tout dit et qu'il y a peut-être anguille sous roche. En fouillant dans les comptes de l'entreprise familiale, une réponse possible émerge. L'entreprise était en difficulté. Il lui fallait plus de fonds. Valley Ground Services avait été fondé et créé par David, et beaucoup ignoraient que Pam en était en fait la propriétaire légale. Pamela avait accepté de financer une partie de l'entreprise. Comme c'était une femme d'affaires remarquable, elle l'a fait à la condition que l'entreprise soit à son nom. Si les choses tournaient au vinaigre, elle reviendrait à Pam. Ce qui veut dire qu'aucun des Mead ne toucherait un centime si Pam décidait de vendre. En fidèle bras droit de David, John aurait-il eu recours à la violence pour s'assurer que son frère garde le contrôle de l'entreprise? Si c'est le cas, un autre membre de la famille se serait-il mis en travers de son chemin? Jack, le toxicomane, a disparu. Il n'a pas été vu depuis 2 semaines. Se pourrait-il que le marginal soit une victime, lui aussi? Les enquêteurs avaient plusieurs questions à poser à Jack, mais ils n'arrivaient pas à mettre la main dessus. Ils devaient d'abord localiser Jack pour essayer de boucler cette affaire. Heureusement pour la police, le vilain petit canard de la famille sait faire une entrée remarquée. Dès le lendemain, les secours reçoivent un autre appel de la famille Mead. Cette fois, c'était de la part de David. Il a dit que Jack était rentré de force chez lui en le menaçant avec une arme à feu. Il cherchait de la drogue et de l'argent. Il a identifié Jack comme étant celui qui avait fait ça. Il a identifié son véhicule quand il est reparti. On a lancé un appel à toutes les patrouilles et on s'est mis à sa recherche. En l'espace de quelques heures, Jack est trouvé et arrêté. Il a été mis en détention provisoire pour vol. Il a confirmé les soupçons selon lesquels il avait passé les 2 dernières semaines à prendre de la drogue. Vous imaginez, pendant 2 semaines. Il travaillait très dur, mais il suffisait qu'une chose se déclenche en lui, qu'il revoie un vieil ami ou qu'autre chose se produise, pour qu'il replonge. Et quand Jack s'écarte du droit chemin, il ne fait pas les choses à moitié. Les drogués n'ont pas les idées claires et ils volent plutôt ce qui est à leur portée. Ils s'en prennent d'abord à leur propre famille. Ça signifie retourner chez son cousin David. Avec maintenant un séjour en prison plus long qui plane au-dessus de sa tête, Jack fait une demande étrange.
Il a dit à l'inspecteur en charge du vol qu'il voulait parler à celui qui s'occupait du meurtre de Pamela Mead. Je me suis rendue à la prison et j'ai rencontré Jack Hendricks. Jack lui a dit qu'il voulait soulager sa conscience. Il dit savoir qui a tué Pamela Mead. Il le sait parce qu'il était censé s'en charger. Quelqu'un a fourni Jack en argent et en drogue, les deux choses qui le font vivre, en échange du meurtre de Pam. La première offre qu'il a reçue, c'était 100 $ et un peu de cocaïne. Puis, il en a eu une autre, bien plus importante, pour faire le sale boulot. Et Jack a dit pendant tout ce temps que jamais il n'aurait songé à faire du mal à Pam. Il l'aimait beaucoup. Mais parce qu'il espère obtenir plus de coke, Jack décide de jouer le jeu. À ce moment-là, ils ont commencé les négociations. Ils ont eu un second rendez-vous et il lui a proposé plus de cocaïne, beaucoup plus, dans les 58 grammes. Et il lui a remis une somme importante. Si c'est un junkie qui vient tout juste d'arrêter la drogue, qu'il n'a rien pris depuis un moment et que d'un seul coup on lui met sous les yeux toute cette cocaïne, il est prêt à dire tout ce qu'on veut entendre. Jack accepte d'accomplir sa part du marché et de tuer Pamela avant de disparaître jusqu'à ce que sa réserve de drogue ne s'épuise. Une fois qu'il a été à court de drogue et d'argent, il est rentré chez lui et sa mère lui a annoncé que Pam était morte. Il a fait... Je sais qu'il l'a tuée. Et quel est le nom de l'instigateur de ce plan? Jack dit qu'il veut bien parler, mais seulement s'ils veulent bien alléger un peu ses motifs d'accusation d'effraction. La police de Salt Lake City s'est dit, il est pas fiable. Peut-être qu'on ne peut pas croire tout ce qu'il dit. Voilà qui fait repartir les enquêteurs à la case départ. Qui a tué Pamela Mead? John, le grand frère, aurait-il tué sa belle-sœur pour lui reprendre le contrôle de l'entreprise? David, le mari, se serait-il débarrassé de sa femme pour profiter de l'argent de l'assurance avec sa maîtresse? Ou bien le cousin Jack Hendricks, ancien détenu, aurait-il menti pour couvrir ses propres méfaits? Tout de suite, le marteau de la justice va sceller le destin d'un meurtrier. Jack Hendricks est dans la prison de Salt Lake City et prétend que quelqu'un l'a approché pour qu'il tue Pamela Mead, l'épouse de son cousin. Si vous vouliez tuer quelqu'un, vous vous adresseriez à qui? Probablement pas à vos amis qui vont à l'église. Vous le demanderiez sûrement à quelqu'un que vous savez capable de vouloir faire les pires choses. Jack dit qu'il a accepté l'accord, mais seulement pour se procurer de la drogue, et affirme que le véritable tueur est encore en liberté. Même sans la promesse d'immunité, la conscience de Jack l'emporte sur tout le reste. Il dit qu'il est prêt à donner des noms. Il a été tiraillé, mais il a senti qu'il devait le faire, parce que la famille de Pam méritait ça. Jack dit que celui qui lui a donné assez de cocaïne pour tenir toute une semaine en échange du meurtre de Pamela n'est autre que son mari, David. Ils ont eu cette conversation. Tu veux bien tuer ma femme? Tu sais qu'il voudrait bien le faire. Et il lui donne un peu de cocaïne en disant qu'il aura encore davantage de coke et de l'argent, tout ce qu'il veut. Jack lui répond que lui ne veut pas s'en occuper, mais qu'il connaît quelqu'un qui est capable de le faire.
Jack dit que le mobile de David est très simple. Pamela a découvert qu'il avait une aventure avec Winnie et demandait à présent le divorce. L'amour-propre de David reposait en grande partie sur son entreprise. Et même si les affaires n'allaient pas si bien que ça, c'est à elle qu'il s'identifiait. Mais il ne pouvait pas divorcer de Pam. Sinon, il perdait l'entreprise. Jack pense maintenant que le pardon que lui avait accordé David n'était qu'une ruse, un plan pour l'amener à accepter de commettre le meurtre. C'était peut-être son but dès le départ. Jack était toxicomane et il était capable de tout. Comment David a-t-il fait pour réussir le test au détecteur de mensonges? Jack m'a dit que David lui avait expliqué comment être plus fort que le détecteur de mensonges. Il savait comment faire pour réussir le test. Même si la version de Jack tient la route, sans preuve, la justice ne pourra pas le croire sur parole. C'est le genre de témoin qui nécessite des preuves corroborant ses dires. Il n'arrêtait pas de répéter qu'il n'avait rien à voir avec Pam. Tout ce qu'il faisait, c'était essayer d'aider sa famille. Les enquêteurs avaient la conviction que David Mead avait laissé échapper un détail qui le trahirait. Ils analysent toutes les réponses qu'il a données quand ils l'ont interrogé le soir où Pamela est morte. Il a dit qu'il l'avait retrouvée en train de flotter sur le ventre. Et cette information est devenue cruciale pour l'affaire. Quand on pense à quelqu'un qui se noie au cinéma, on l'imagine qui flotte sur le ventre. Tant que le corps n'est pas en décomposition, il reste au fond de l'eau. Il ne flotte pas. Et il y a l'histoire de sa position douteuse dans l'eau. Elle présentait une blessure à l'arrière de la tête, mais elle a été trouvée la face dans l'eau. Si elle était tombée, elle se serait plus probablement cogné le front, pas la nuque. Mais qu'en est-il de l'alibi en béton de David? David pensait qu'il avait un bon alibi. Il était passé par le portail où ses mouvements avaient été enregistrés. Mais il y a un problème. Les employés ont accès à un autre portail qui n'a pas de caméra de surveillance. David est passé par l'entrée des employés, une entrée qu'il n'avait jamais utilisée auparavant. Il utilisait toujours un autre accès. L'existence de cet autre portail a réduit à néant l'histoire de David. Il aurait pu sortir par l'autre portail des employés, celui sans caméra, et rentrer chez lui pour commettre le meurtre. La police a maintenant assez de preuves contre David Mead pour l'arrêter. Il parlait avec son frère au téléphone. Alors quand il a ouvert la porte, il lui a dit « Je dois y aller. Jill est venue m'arrêter. » J'ai acquiescé. Et je l'ai conduit en prison. David exerce son droit de garder le silence et son air suffisant. Mais son plan si bien ficelé a déjà été percé à jour par la police. Ça commence avec son départ pour le travail. Il est passé par un portail, le 13, qui est fait pour laisser entrer et sortir les véhicules en gardant une trace de leur passage. David ressort immédiatement par l'autre portail et retourne tôt chez lui, près d'une Pamela agréablement surprise. Il l'a attirée dans le jardin en lui proposant d'aller contempler le plan d'eau. Il l'a aidée à se pencher pour mieux le voir. Et lui a donné un coup sur la nuque.
Il lui maintient la tête sous l'eau jusqu'à ce qu'elle se noie. Ensuite, il la sort de l'étang. David est revenu en catimini à l'aéroport par le portail sur le côté. Une fois son travail achevé, il est repassé par l'autre portail qui a enregistré son passage. Et à un moment, entre 23h et minuit, les voisins ont entendu des cris. Les preuves s'accumulent. Mais il reste une pièce du puzzle qui permettrait de boucler l'affaire. Le témoignage de Winnie, la maîtresse de David, qui se dit maintenant que sa vie avait peut-être été en danger tout au long de leur aventure. Quand j'ai parlé avec elle, elle tremblait. Elle avait très peur de lui. Elle pensait qu'il quitterait Pam pour elle. Il répétait qu'ils finiraient tous les deux ensemble, mais qu'il ne pouvait pas quitter Pam, parce que c'est elle qui récupérerait l'entreprise. Donc il lui a dit d'attendre, que Pam aurait un accident, que tout serait fini le mois d'après. Et ça a été le cas. David Mead est poursuivi pour 2 chefs d'accusation. Le jury délibère pendant une durée totale de 3 heures. Il le déclare coupable des 2 accusations. Tentative de meurtre pour avoir voulu engager Jack pour tuer Pam et meurtre pour avoir tué Pam. À l'énoncé du verdict, des gens se sont pris dans les bras. Un grand moment d'émotion. Les jurés se sont assis et ont écouté les faits, et ils ont accompli leur devoir. Ça a été un grand soulagement de voir le jury condamner David. Peu de gens se sont dit que David allait vraiment être condamné pour le meurtre de sa femme. C'était une revanche. La justice a été rendue. Ils ont coincé le coupable. Il a commis un crime et la belle histoire de David Mead prenait fin. David Mead est condamné à une peine minimale pour l'Utah de 5 ans de prison à la prison à vie. Son frère John et son cousin Jack Hendricks sont lavés de toute allégation dans le meurtre de Pamela. Ceux qui ont enquêté sur l'affaire peuvent maintenant repenser à ce qui s'est passé. La partie 1 commence par un silence qui n'aurait jamais dû exister à Pérouse. En ombre. Les soirées d'automne ont cette manière trompeuse d'adoucir le monde. Les ruelles étroites gardant la chaleur du jour un peu plus longtemps que les places et quand la nuit descend. Elle descend comme un tissu sombre qui tire doucement sur la ville. Rien n'a l'air urgent. Rien n'a l'air dangereux en marché. En route, on rentre chez soi en pensant à des choses minuscules. Un message envoyé, une machine à lancer. Un rendez-vous du lendemain. Et pourtant, dans une petite maison de Via della Pergola, quelque chose cesse déjà casse pas seulement une porte. Pas seulement une vitre, mais l'illusion universelle qu'est la jeunesse. Parce qu'elle est jeunesse, est protégée. Meredith Kircher a 21 ans, elle est britannique. Étudiante en échange à l'Université de Pérouse, sa vie, comme celles de milliers d'autres étudiants en Europe, est faite de courses, de découvertes, de langues qu'on apprivoise, d'amitiés rapides, d'habitudes nouvelles. Elle partage un logement avec d'autres jeunes femmes, un appartement où la banalité devrait être la seule règle. Des chaussures dans l'entrée, des sacs posés trop vite, des mots qui absorbent les rires et les disputes légères. Wikipedia 1. La nuit du 1 novembre 2007, Meredith est tuée. Et le lendemain, le monde va l'apprendre d'une manière qui ressemble à une scène de film sauf qu'ici. Il n'y a pas de musique, pas de montage, pas de distance. Il n'y a qu'un réel brut qui commence par une inquiétude ordinaire.
Une amie qui ne répond pas. Un téléphone qui sonne dans le vide. Une porte close qui ne devrait pas l'être. Wikipédia 1. Dans les histoires criminelles, on imagine toujours le moment où tout bascule comme un fracas. En vérité, il bascule souvent comme écueil. Par une absence qui traîne. Une absence qui devient lourde, une absence qui s'accroche aux minutes et qui finit par transformer le ventre en noid. On se rend à la maison, on appelle, on frappe, on insiste. Et place on insiste, place la maison répond par un silence trop dense. Un silence qui ne ressemble pas à elle dort où elle est sortie. Un silence qui ressemble à une piste où l'air s'est retire. Au début, si n'est pas la panique. Il cesse le refus. Le cerveau refuse si que le corps pressent. Le cerveau cherche la solution la plus simple, parce que la solution simple est une forme de protection. Elle est partie toute, elle est chez quelqu'un. Son téléphone est éteint, elle n'a pas entendu. Mais l'appartement a déjà commencé à parler, pas avec des mots, avec des détails. Une porte qui résiste. Un désordre qui n'a pas sa place, un indice qu'on ne comprend pas immédiatement. Mais qui envoie une décharge froide dans les chines. Quelque chose est arrivé ici. Et quand la police intervient, la réalité devient irréversible. Meredith est retrouvée morte dans sa chambre. Les premières informations publiques évoquent une mort violente. Un crime qui, dès la première journée, sort de la sphère privée pour entrer dans la sphère collective. C'est là où les médias posent les projecteurs avant même que les faits aient fini de se déposer. Wikipédia 1. C'est là que commence la mécanique la plus perverse de cette affaire. La mécanique de la narration. Parce que ce drame ne va pas seulement devenir une enquête. Il va devenir une histoire mondiale. Et quand une enquête devient une histoire mondiale, elle attire immédiatement deux forces contraires, le besoin de vérité et le besoin de récit. Le besoin de vérité est humble. Il avance lentement, avec des preuves, des contradictions, des précautions. Le besoin de récit est femme. Il veut des personnages. Il veut une intrigue. Il veut des rebondissements. Il veut surtout un visage à montrer dans les heures qui suivent. Pérouse est une ville qui retient son souffle. Les étudiants se parlent à voix basse. Les parents, à distance, appellent trop souvent. Les colocations ressemblent soudain à des lieux fragiles. Un appartement, dans l'esprit collectif. N'est-ce pas un réfugié automatique, il devient une scène potentielle. Et c'est là que la peur fait ce qu'elle fait toujours. Elle est chercher une logique. Quelqu'un, quelque part. Doit expliquer. Un crime gratuit est insupportable. Alors on invente des raisons, des hypothèses. Des scénarios, on s'accroche à des clichés. Parce que les clichés donnent l'impression d'une maîtrise, un cambriolage. Une rencontre qui a mal tourné, un drame de jalousie. Chaque hypothèse est une manière de ne pas dire la phrase la plus terrifiante. Astre cela aurait pu arriver sans logique claire. À une personne qui ne l'avait pas vu venir astérisque dans le même mouvement. L'appartement devient un centre de gravité et autour de ce centre de gravité. Les regards convergent sur ceux qui atteignent les plus près, les colocataires. L'entourage, ceux qui ont vu. Ceux qui ont su, ceux qui devraient en savoir. C'est là qu'entre en scène Amanda Knox. American? Colocataire de Meredith. Et c'est là que l'affaire commence à changer de nature. On ne parlait pas seulement d'une victime, on parlait d'un écosystème de jeunes adultes. De relations, de versions, de comportements interprétés, analyses. Jugés parfois avant même d'être compris. Wikipédia 1. Dans les jours qui suivent, la ville s'est remplie de mots. Des mots policiers, des mots journalistiques.
des mots de voisins, des mots de forums, des mots de plateau télé, les mots s'entrechoquent. Ils fabriquent des images, et ces images fabriquent des comptes. Très vite, l'affaire Meredith Kircher devient une affaire de polarisation. Deux continents qui se regardent avec méfiance, deux façons de parler de la justice, deux cultures médiatiques qui se répondent comme des miroirs de déformance. D'un côté, l'Italien, CS Procedures, CS Lenteurs, ces figures judiciaires scrutées à la loupe. De l'autre, le monde anglo-saxon, qui lit l'histoire à travers ses propres réflexes, ses propres peurs, ses propres récits de wrongful conviction ou de femmes fatales, est au milieu de ces duels narratifs. Il y a une chose que les caméras ne peuvent pas filmer correctement. Une famille qui vient de perdre sa fille. La famille Kircher en Angleterre. Entre-dans, une forme de vie qui n'a plus rien à voir avec avant. On apprend les heures au téléphone. On apprend le vocabulaire judiciaire. On apprend le poids d'un nom prononcé à la télévision. On apprend que le monde peut discuter de la mort de votre enfant comme s'il s'agissait d'une série, d'un feuilleton. D'un sujet de débat, c'est là que la tragédie devient double. Il y a le crime, puis il y a la manière dont le crime est avalé par le spectacle. Mais avant le spectacle total, il y a l'enquête. Et l'enquête, dans sa phase initiale, ressemble à un organisme femme. Elle doit manger vite. Elle doit collecter, elle doit comparer. Elle doit décider au regard, parce que le temps détruit les traces. Parce que les témoins s'épuisent, parce que l'opinion s'impatiente. Et surtout parce que la scène l'appartement est un endroit où la vérité peut être piégée par l'interprétation. Un objet de plus devient une intention. Un détail bizarre devient un signal. Une réaction humaine devient une preuve psychologique. Et l'histoire du monstre de Florence nous l'a déjà appris quand la pression montait. Le labyrinthe n'est jamais loin. À Pérouse, en 2007, la pression montait immédiatement. Le monde entier a une huile sur la ville. Les journalistes voulaient des titres, des angles, des symboles. Et ce que le journalisme adore par-dessus tout, c'est la contradiction. L'innocence contre la culpabilité, la file comme il faut contre la file dangereuse. La justice rigoureuse contre la justice bâclée. Soudain, Meredith n'est pas seulement Meredith, elle devient la victime parfaite. Celle dont on parlera avec des mots simples gentils, studieuses, lumineuses pendant que d'autres deviennent des personnages plus complexes, plus controversés. Plus faciles à charger d'ombres, et plus les ombres se concentrent sur des vivantes. Plus une chose s'éloigne, la victime elle-même. Si de placement est l'un des traumatismes silencieux de toutes les grandes affaires médiatiques, on prétend raconter pour rendre justice. Mais on finit parfois par construire un théâtre où la victime est un prétexte, une bannière. Un visage imprimé sur des unes tandis que le récit principal devient astérisque qui va tomber. Astérisque, dans les premiers temps, un autre nom apparaît comme un fait judiciaire central, Rudy Guede. Son ADN est identifié sur la scène, et il est finalement condamné pour l'agression sexuelle et le meurtre de Meredith. Au terme de sa propre procédure, c'est un pivot qui devrait stabiliser l'histoire et qui, paradoxalement, ne la stabilisera pas. Parce que la polarisation avait déjà commencé à choisir ses camps. Wikipédia 1. Car une fois que les médias ont choisi une structure de récit, les faits deviennent parfois des accessoires. Ils sont acceptés quand ils servent l'intrigue, contestés quand ils la dérangent. Todos quand ils la compliquent. Et cette affaire est un terrain idéal pour les tourdages. Parce qu'elle mélange tout ce qui électrise le public. Jeunesse, sexualite surgery, transjet culturel, procedures judiciaires complexes, et surtout une question qui hante tout le monde dès le début.
même si on n'ose pas la formuler. Astérisque comment une nuit ordinaire peut-elle se transformer en une scène d'une violence extrême. Astérisque, la partie 1 n'est donc pas encore la reine des experts et des procès. Elle est l'instant où la vie bascule, où l'enquête se met en mouvement, et où la machine médiatique commence à tourner avant même que l'affaire y trouve son axe. On sent déjà la tension future. Parce que tout se met en place comme des dominos, la police cherche des réponses rapides. Parce qu'une ville sous les projecteurs ne peut pas supporter l'incertitude long terme, les médias cherchent des images fortes. Parce qu'une tragédie pourrait être trop simple pour durer. Il faut des conflits, des personnages, des retournements. Le public cherche une certitude émotionnelle. Parce que la peur a besoin d'une cible, et les proches de Meredith cherchent une chose plus fondamentale que tout le reste. Que sa mort ne soit pas transformée en divertissement. Cette demande, pourtant, va être piétinée. Encore et encore, non pas forcément par cruauté, mais par cette force impersonnelle qui gouverne les grandes affaires, l'attention. L'attention est une monnaie, et quand l'attention arrive, elle exige du drame, alors la nuit de Pérouse. Au lieu de rester un crime à résoudre, devient une histoire à consommer. Mais pour l'instant, dans cette première partie, on est encore dans la vente des comps, la vente des slogans, la vente des mots définitifs. On est dans les moments fragiles où tout peut encore basculer dans un sens ou dans l'autre, selon une décision d'enquête. Selon une phrase mal comprise, selon un interrogatoire mené trop vite. Selon une interprétation qui se figue et qui devient une vérité publique avant d'être une vérité judiciaire, c'est là que l'attention se serre. Parce qu'une autre nuit se prépare pas une nuit de crime, mais une nuit d'enquête. Une nuit où l'on va poser des questions à des jeunes qui n'ont pas l'habitude des salles grises, des heures qui s'étirent. Des mots qu'on répète jusqu'à ce qu'ils changent de sens. Une nuit où l'on va vouloir reconstruire une chronologie. Et toute la chronologie, si elle est tordue, peut tordre des vies entières. Dans l'ombre de vie de la pergola. Le vrai monstre qui s'élève maintenant n'a pas encore de visage. C'est un monstre plus moderne. Plus social, plus insidieux. Le monstre de la narration, celui qui transforme une victime en symbole. Celui qui transforme une enquête en feuilleton. Celui qui transforme le doute en guerre. Et pendant que Pérouse retient son souffle, une question pleine déjà. L'ordre comme un plafond trop bas, quand la vérité est encore fragile, qui la protège. Quand tout le monde a déjà choisi une histoire, la partie 2 commence avec une horloge qui n'a pas d'aiguilles. Seulement une pression, à Pérouse. Après la découverte, tout le monde croit que le plus dur est passé. Parce que le corps a été trouvé, parce que l'horreur a un nom. Parce que le crime a un lieu, mais ce n'est jamais à ce moment-là que le plus dur commence. Le plus dur commence quand le monde exige une histoire avant même que les faits aient fini de se déposer. Dans les heures qui suivent, la ville se remplit d'un mouvement nerveux. Des policiers entrant et sortant. Des rubans barrant des passages. Des journalistes se rapprochant comme si la vérité se trouvait dans le zoom d'une caméra. Des voisins se souviennent soudain de bruits qu'ils n'avaient pas remarqué, de silhouettes qu'ils n'avaient pas vues. De voitures qui étaient peut-être là, le peut-être devient une monnaie. Et plus on paye avec des peut-être, plus on achète de la confusion. Dans l'appartement, le réel est brut. Des pièces ordinaires, un couloir, une salle de bain, des objets de vie quotidienne. C'est précisément cette banalité qui choque, parce que la banalité devrait être protégée. Parce que la banalité, dans nos têtes, est un bouclier invisible. La normalité empêche le pire. Et puis la normalité cède. Alors on cherche, comme on cherche toujours, on veut comprendre l'instant où la normalité bascule. On reconstruit une chronologie. Qui était tout? Qui a vu quoi? Qui a appelé?
Qui a parlé? Qui a dormi? Qui s'est révélé? La chronologie est une corde étendue au-dessus d'un gouffre. Si elle tient on traverse. Si elle se rompt, on tombe dans le délire. Le problème, c'est que dans un crime qui devient immédiatement mondial, la chronologie n'est plus seulement un outil d'enquête, elle devient un spectacle. Et un spectacle exige des héros et des suspects dans le regard public. Les suspects naturels sont toujours les plus proches, ceux qui vivaient là, ceux qui étaient à portée de la scène, ceux dont les réactions paraissent bizarres à des gens qui ne savent pas comment un humain réagit à l'impossible. Et c'est ainsi que le drame de Meredith commence à se dédoubler. D'un côté, il y a la réalité, une jeune femme assassinée, une enquête, une famille détruite. De l'autre, il y a la représentation. Une histoire qui se fabrique en temps réel avec des archetypes, des clichés, des angles, des sous-entendus. La représentation est un monstre moderne. Elle n'atteint pas la fin pour grandir dès les premières heures. L'enquête se heurte à une exigence qui n'est pas dite mais qui flotte dans l'air. Il faut une réponse rapide. Une réponse pour la ville, une réponse pour l'Italie. Une réponse pour l'étranger qui regarde et qui juge. Parce que Pérouse n'est pas seulement Pérouse. Désormais, Pérouse est un écran. Et sur un écran, le silence n'est pas acceptable. Alors les interrogatoires commencent. Les interrogatoires, dans l'imaginaire populaire, sont des scènes nettes. On s'assoit, on parle, on raconte, on obtient une vérité. Dans la réalité, surtout quand il y a pression, fatigue, langue étrangère, choc émotionnel, ils peuvent devenir des tunnels où les mots changent de forme. Un tunnel, si il n'est pas seulement un endroit sombre. C'est un endroit où l'on perd la notion de distance, on perd la notion de heure, on perd la notion de soi, c'est dans ce tunnel que certains destins basculent. Les jeunes autour de Meredith sont interrogés, parfois à long temps, parfois de manière intense. Le choc est encore là. La peur aussi, la peur de ne pas savoir répondre correctement. La peur de dire quelque chose qui sonne mal, la peur d'être jugé pour une hésitation. Un trou de mémoire, une phrase maladroite. Et quand la peur entre dans une salle d'interrogatoire, elle ne reste pas spoliée. Elle tremble, elle est accélérée. Elle confond. Ce qui est terrible dans ces heures, c'est que le corps humain, sous stress, fabrique des signes, il fabrique des rires nerveux. Il fabrique des gestes maladroits. Il fabrique des contradictions qui ne sont pas des mensonges, mais des tentatives de survivre. Et pourtant, dans le regard d'un enquêteur sous pression, dans le regard d'un public avide, si ces signes deviennent des preuves psychologiques, l'affaire commence à glisser vers une zone dangereuse. Celle où l'on juge des comportements avant de juger des faits, c'est le début de la polarisation. Mais pas la polarisation entre innocent et coupable seulement. Une polarisation plus profonde entre ceux qui croient que l'enquête est une quête froide de vérité et ceux qui voient déjà une machine qui cherche une conclusion. Et cette machine, quand elle se met en route, a une fin simple. Elle veut de la cohérence. Un crime sans cohérence est un scandale. Il fait peur, il humilie les institutions. Alors on cherche une cohérence, et si la cohérence ne vient pas naturellement. Le risque est de la fabriquer en sélectionnant ce qui colle et en écartant ce qui complique. Le monde extérieur n'attend pas. Les médias racontent, ils racontent parce que c'est leur travail. Mais aussi parce que l'attention est une course. Dans une course, on ne gagne pas en disant nous ne savons pas encore. On gagne en disant voici ce qui se passe. Alors les titres s'installent comme des clous dans la mémoire collective. Ils créent une première version et la première version, mais fausse.
est souvent la plus durable, parce que le cerveau humain aime l'ordre. Il préfère une histoire imparfaite à une vide. C'est dans ces climats que des noms deviennent des symboles. Amanda Knox, colocataire, devient bien plus qu'une personne. Elle devient une surface de projection. Américaine en Italie, jeune. Libre, étrangère. Elle attire les fantasmes médiatiques comme un amant attire le métal. Dans certains récits, elle est la victime collatérale d'un système, dans d'autres. Elle est l'incarnation d'une transgression et d'un presque tous. Elle cesse d'être traitée comme une étudiante sous choc. Elle devient un personnage. Et quand on devient un personnage, on perd quelque chose de vital. Le droit à la nuance, à côté. Raphaël Solicito, son petit ami de l'époque. Entré aussi dans cette zone de feu, il devient l'autre figure du récit. L'homme associé, l'homme dans l'ombre. L'homme dont chaque geste est interprété à travers le prisme de sa relation. C'est ainsi que la vie privée devient une scène publique. Et quand la vie privée devient une scène, tout devient prouvé. Un SMS, un appel, un emploi du temps, une phrase prononcée trop vite, une phrase mal traduite, une hésitation. Tout est aspire à ce stade. La ville est pleine de bruit, mais au centre de tout, il y a une victime qui ne parle plus, Meredith Kircher. Dans les débats qui montent, son nom est parfois prononcé comme un repère. Mais son existence réelle est déjà menacée par la vague narrative. On parle d'elle comme d'un point de départ. Mais l'attention glisse vite vers les vivants. Les vivants sont plus intéressants pour le spectacle. Ils peuvent pleurer devant une caméra, se défendre, se contredire, être aimes au highs. C'est une injustice structurelle des affaires médiatiques. La victime devient stable. Donc elle devient point exploitable. Alors on la figue en image. On la sanctifie, on l'appelle l'étudiante britannique. Et cette étiquette, mime respectueuse, est une réduction, parce qu'elle efface le quotidien. Ses habitudes, ses amitiés, ses petites manies, son rire, son caractère. Une victime, quand elle devient symbole, perd sa texture humaine. Pendant ces temps, l'enquête doit avancer. Et elle avance dans un chemin. D'un côté, des indices matériels, de l'autre, des interpretations, de l'autre encore. Une pression internationale, chaque décision, chaque émote, chaque fuite potentielle devient un événement. Les équipes d'enquête doivent être efficaces et prudentes à la fois. Ici, double impératif est presque impossible. L'efficacité aime la vitesse, la prudence aime le temps. Mais l'affaire n'offre pas le temps, alors certaines jurys deviennent désireuses de basculer. Désireuses où un récit prend forme, un récit qui, une fois né, devient difficile à tour. C'est dans ces jurys-là qu'un autre nom surgit, comme un éclair qui devrait clarifier. Mais ce qui va aussi compliquer, Rudy Guede. Des éléments matériels le lient à la scène, et il sera finalement condamné dans son procès séparé. Pourtant, même cette condamnation, au lieu d'éteindre les feux médiatiques, ne l'éteindra pas complètement. Parce que la représentation a déjà choisi 10 personnages principaux. Guede, paradoxalement, devient parfois secondaire dans certains récits, comme si la vérité judiciaire ne suffisait pas à calmer le besoin de feuilletons. And Wikipedia, Org.peas. In Wikipedia, org_wiki_murder_of_Meredith_Kircher, utum_source =, ChatGPT. Comme c'est là que le drame prend une dimension plus vaste. L'affaire n'est plus seulement un meurtre, c'est une bataille sur la manière de comprendre un meurtre. Une bataille sur la confiance dans la police, confiance dans la justice, confiance dans les médias,
confiance dans les experts. Cette bataille, on la sent déjà dans les phrases qui circulent. On les accuse trop vite. Non, il y a des raisons. On ne nous dit pas tout, les médias s'inventent. Les institutions s'y protègent. Chaque phrase est un camp. Chaque camp est une fracture. Et au milieu. Encore, une famille qui veut juste que la mort de Meredith ne devienne pas un sport. Dans ces jours-là, la polarisation se nourrit d'une autre chose et la différence culturelle. Les médias italiens et anglo-saxons n'ont pas les mêmes réflexes. Pas les mêmes tabous. Pas la même manière de raconter le crime. Si décalage crée des malentendus qui deviennent des accusations. On se moque des procédures. On juge des expressions. On interprète des gestes. Les mots franchissent les frontières et se transforment. L'affaire se met à vivre une double vie. Une vie en italien. Une vie à l'étranger. Deux vies qui se commentent, se contredisent. Se dénoncent. Et pendant que ces deux vies s'affrontent, l'enquête continue de faire ce que l'enquête doit faire. Collector. Analyzer. Comparer. Mais elle le fait sous un éclairage qui déforme, parce que l'éclairage médiatique n'est pas neutre. Il chauffe les choses, il rend les détails brûlants. Il rend les erreurs irréparables. La partie 2. C'est donc le moment où l'affaire devient une tempête où l'on cherchait. Déjà, et designer. Une tempête où la justice est poussée à parler avant d'être prête. Une tempête où les comportements deviennent des preuves dans la bouche du public. Une tempête où l'on confond parfois la vitesse avec la vérité. Et dans cette tempête, une chose se joue en silence, la construction d'une réputation. Car avant même les verdicts, avant même les procès, des réputations se fixent. Le public choisit une lecture et s'y attache. Et plus il s'y attache, plus il devient difficile de revenir en arrière. Même quand des éléments nouveaux apparaissent, une opinion. Une fois installée, est comme une empreinte. Elle ne se fait jamais complètement. La partie 2 se referme sur cette sensation oppressante. Le crime n'a pas seulement ouvert une enquête, il a ouvert une arène. Dans cette arène, tout le monde pense défendre la vérité. Mais chacun défend surtout son recette, et c'est précisément là que l'affaire devient si percutante. Elle montre comment une société moderne peut transformer une tragédie en champ de bataille. La question n'est plus seulement. Asterisk qui a tué Meredith. Asterisk. La question devient. Asterisk quand la pure et l'attention exigent un coupable. Combien de temps la vérité peut-elle rester intacte? Asterisk. Et au moment où Pérouse s'endort, si elle s'endort, une autre nuit commence déjà pas une nuit de sang, mais une nuit d'interpretations, de couloirs judiciaires, de mots répétés jusqu'à devenir des armes. Une nuit où l'affaire, dousement, cesse d'être une enquête et devient un monde. La partie 3 commence avec une chose froide, muette. Et pourtant capable de mettre une ville à genoux, une trace. Une trace ne crie pas, ne pleure pas, ne se défend pas. Elle est là, minuscule, parfois invisible à l'œil nu. Et si c'est justement ce qui la rend si dangereuse dans une affaire déjà sous tension, parce qu'une trace. Quand on la montre à la télévision, ressemble immédiatement à une vérité. Un détail technique s'y transforme en verdict moral. Un mot comédien devient une incantation. Un talisman qu'on agite pour faire taire les doutes. Et Pérouse. La scène de via de la pergola n'est pas seulement un lieu de crime. C'est un laboratoire à ciel ouvert. Un lieu où l'on va chercher ce que la mémoire humaine ne peut pas offrir. Une chronologie exacte. Un présent certain. Une main identifiable. Et quand la société est affamée de certitude, la science devient une religion. Le problème, c'est que la science n'est pas une religion. Elle ne donne pas des absolus, elle donne des probabilités.
Des contextes, des conditions. Elle dit, si la procédure a été propre, alors scattertrice veut dire ceci, mais si la procédure a été imparfaite, si la collecte a été tardive, si l'objet a été déplacé, si la contamination est possible, alors la trace n'est pas une phrase claire. Elle devient une question. Et dans une affaire où le monde entier réclame une réponse, une question est une provocation. Alors, dès les premiers jours, quelque chose s'est construit en silence autour de l'enquête. Une bataille pour la signification, d'un côté. Les faits matériels qui émergent, lors d'incontestable sur un point crucial. Rudiger est à la scène par des éléments biologiques, et il sera ensuite jugé séparément et condamné pour l'agression sexuelle et le meurtre. Cette partie-là, pour beaucoup, devrait être la colonne vertébrale du dossier. Wikipédia 1. Mais l'affaire n'accepte pas une colonne vertébrale simple, parce qu'elle a déjà fabriqué autre chose. Des personnages principaux dans l'imaginaire, et quand l'imaginaire choisit ces personnages, elle résiste aux réalités qui ne servent pas le récit. Alors la question change de forme. Elle n'est pas seulement qui a fait cas. Elle devient qui était là. Qui a participé, qui ment. Et c'est là que les preuves techniques deviennent le terrain de guerre dans cette guerre. Il y a des objets qui deviennent célèbres comme des personnages secondaires, et dont la célébrité, elle aussi, est inquiétante. Un couteau en soutien-gorge. Un fermoir, on prononce comme on prononcerait des noms. On les montre comme on montrerait des visages, et à force de les montrer, on oublie si qu'ils sont vraiment des éléments de dossier. Fragiles, soumis à des procedures, à des lectures, à des controversies. Le couteau devient l'un de ces symboles dans certains récits. C'est la preuve qui tue le doute dans d'autres. C'est l'exemple parfait de ce que la science peut devenir quand elle est instrumentalisée. Une certitude fabriquée. Des analyses ont été discutées, contestées, défendues, attaquées, et le débat, très technique, est devenu du carburant médiatique. Aidien sur le manche attribué à Amanda Knox. Fable Trace attribué à Meredith Kircher sur la lame. Absence de sang visible sur la lame selon des analyses rapportées. Science Direct 2. Le public. Lui n'entend pas faible les traces de la même manière qu'un laboratoire l'entend. Il entend aider un equal sign vérité et l'enquête. Puis entre l'obligation de précision et la pression de rapidité, se retrouve piégé dans une contradiction. Plus elle nuance, moins elle est audible dans l'arène médiatique. Le fermoir de soutien-gorge devient une autre symbole brûlante, un petit morceau matériel. Récupéré plus tard, discute. Brandy, contesté. Notamment autour d'une trace attribuée à Raffaele Solicito, là encore. Le débat porte sur des procédures, des conditions de collecte, des risques et dans l'ouïe du public. Si le débat technique est lu comme un affrontement simple, vérité contre mensonge, justice contre erreur, Italie contre monde anglo-saxon. Science Direct 2, c'est ce moment-là que l'affaire bascule réellement dans la polarisation. Pas la polarisation, je pense qu'ils sont coupables, je pense qu'ils sont innocents. Une polarisation plus profonde et plus toxique. Je pense que la science dit la vérité, je pense que la science a été mal utilisée. Or, une société qui se déchire sur la signification de la science se déchire sur quelque chose de plus vaste. La confiance. Et la confiance, quand elle est cassée, ne casse jamais proprement dans les semaines qui suivent. Les audiences, les déclarations, les documents qui filtrent, tout devient matière à récit. Les médias ne se contentent plus de rapporter, ils interprètent, et l'interprétation, ici, est comme une lame. Elle découpe le réel en morceaux narratifs.
On prend un élément technique et on le transforme en slogan. On prend un geste humain et on le transforme en signe de culpabilité. On prend un détail de comportement et on le transforme en psychologie. C'est ainsi que la vérité devient un objet de consommation. Et pendant que le monde consomme, les personnes impliquées vivent dans une réalité beaucoup plus étroite. Des salés, des questions. Des heures, des regards. Le cœur de cette partie, c'est cette tension entre deux formes de temps. Le temps judiciaire, lent, méthodique, qui exige des chaînes de preuves. Des procedures, des contradictions examinées. Et le temps médiatique, immediate, impatient, qui exige un coupable comme on exige une conclusion à la fin d'un épisode. Dans l'espace entre ces deux temps, des vies se pliantes. Parce qu'être suspect sous les projecteurs, ce n'est pas seulement être interrogé. C'est être raconté, et être raconté. Quand on n'a pas la main sur le récit, c'est perdre son identité publique. Tout ce que vous êtes devient un matériau, votre accent, votre sourire, vos silences, vos maladresses, vos vêtements, vos photos, vos messages. On vous lit comme on lit un roman en cherchant des intentions partout, et plus on cherche des intentions partout. Plus on fabrique des intentions qui n'existent pas, la machine médiatique adore les contrastes. Et dans cette affaire, le contraste est facile. La victime britannique, décrite comme l'étudiante sérieuse, et la colocataire américaine, jeune, étrangère, déjà prisonnière des stéréotypes. On l'enferme dans une image puis on utilise cette image pour expliquer ce qu'on ne comprend pas encore. Meredith devient un symbole de pourrette détruite. Knox devient un symbole de trouble. Solicito devient un symbole d'influence. Et Gwed, pourtant condamné, se retrouve parfois traité comme un élément du décor dans certains récits, parce que les décors ne viennent pas autant que le conflit principal. Wikipédia 1. C'est là que la tragédie devient presque philosophique. La vérité d'un crime est en train d'être recouverte par une guerre de récits. Et dans une guerre de récits, s'ils ne sont pas seulement les suspects qui souffrent, la victime souffre une seconde fois. Parce qu'elle disparaît derrière les débats, sa mort devient un prétexte. Sa vie devient une photo de une. La partie doit donc traverser ces moments cruciaux. Celui où l'enquête et la science deviennent un champ de bataille culturelle. D'un côté, l'Italie, avec son système judiciaire, SIS procedures, SS juges, sa presse. De l'autre, une lecture internationale qui compare. George s'indigne, parfois sans comprendre les mécanismes locaux, parfois avec des réflexes de méfiance envers tout ce qui semble désordonné dans ce choc. Chacun se persuade de défendre la justice, mais chacun défend aussi son identité. Chez nous, que se passe comme que chez vous, c'est un scandale. Nous sommes rationnels, ils sont archaïques. La vérité, elle n'a pas de drapeau, elle a des dossiers. Elle a des prélèvements, elle a des rapports. Elle a des marges d'erreur, et c'est précisément cette absence de drapeau qui la rend vulnérable. Plus l'affaire avance, plus on sent un danger grande. Le danger du tout ou rien. Soit on croit que les preuves techniques sont décisives et on ferme les yeux sur les zones grises. Soit on croit que les procédures ont été imparfaites et on jeté toute la science à la poubelle. Mais le réel? Lui refuse le tout ou rien. Le réel est plus humiliant. Il oblige à tenir deux vérités en même temps. Qu'un dossier peut contenir des éléments solides et des éléments contestables. Qu'une enquête peut être sincère et pourtant commettre des erreurs. Qu'une épreuve peut être réellement mal comprise, y compris mais surexploitée. Cette complexité, le public la supporte mal. Parce qu'un public veut une histoire, alors l'affaire se met à produire des prophéties.
des commentateurs qui parlent avec certitude, des experts autoproclaims, des émissions qui rejoignent les scènes avec des reconstitutions, des livres qui promettent la vraie vérité. On construit un marché de la certitude, et un marché de la certitude fait une chose terrible. Il déteste le doute, donc il le ridiculise. Or le doute dans une affaire criminelle n'est-ce pas une faiblesse? C'est une protection contre l'erreur. Dans cette partie, l'atmosphère se densifie aussi parce qu'un autre fil invisible circule. Celui de l'interrogatoire et de ses conséquences. Le public ne voit pas tout. Il voit des extraits, des phrases, des images. Il ne voit pas toujours les heures. La fatigue, la barrière de la langue, la pression psychologique. Il ne voit pas comment une personne peut finir par dire n'importe quoi pour que la pièce cesse d'être un tunnel. Et dans ce tunnel, des accusations apparaissent. Des retractations aussi. Et une autre victime collatérale est entrée en scène. Patrick Lumumba accuse à tort dans les premiers tomes. Arrêté, puis rapidement écarté après vérification d'alibi. Des années plus tard, la dimension de diffamation de cette accusation restera juridiquement une cicatrice distincte de l'homicide avec une condamnation pour calomnie slander maintenue. News 3. Ce point est crucial parce qu'il montre que l'affaire n'a pas seulement détruit une vie méridite, elle a aussi explosé des vies autour. Un homme innocent pris dans la tempête. Des jeunes adultes deviennent symboles mondiaux. Des familles condamnées à revivre le drame, à chaque nouvelle vague médiatique. La partie 3 est donc une descente dans le mécanisme de la preuve et du récit. On sent l'affaire s'étendre comme une corde. D'un côté, les laboratoires, les rapports, les experts, les contradictions techniques. De l'autre, les caméras, les titres, les forums, les camps. Et au milieu, la justice, qui avance sur une ligne fine, trop lente. Elle perd la confiance, trop rapide. Elle risque l'erreur. Ce n'est pas seulement un suspense sur qui, c'est un suspense sur comment une société fabrique sa certitude. Parce qu'à ce stade, tout le monde veut croire qu'il a compris. Et croire qu'on a compris, c'est la première étape vers la fermeture de l'esprit. Or, un esprit fermé, dans une affaire en cours, est une menace pour la vérité. Une menace pour les institutions, une menace pour la dignité de la victime. La partie 3 se referme sur une sensation que Pérouse n'avait jamais connue à cette échelle, la sensation d'être jugé par le monde entier en direct. Et dans cette sensation, une question commence à se former. Discrète mais implacable, comme une ombre sous la porte. Si la science devient un champ de bataille, et si les médias transforment chaque trace en slogan, alors à quel moment la vérité cesse d'être un objectif commun. Elle devient simplement l'armée d'un camp contre l'autre, dans l'appartement. Les pieces restent les mêmes, les murs ne parlent pas. Les objets ne se défendent pas, mais dehors. Dans la ville, le récit est déjà lancé à pleine vitesse. Et quand un récit roule plus vite que la justice, il finit presque toujours par écraser quelqu'un, parfois la bonne personne. Parfois la mauvaise, c'est sur cette menace-là que la nuit tombait à nouveau sur Pérouse. Non plus comme un simple rideau noir, mais comme un avertissement. Parce que désormais, il ne suffit plus de trouver des preuves. Il faut aussi survivre à la manière dont le monde les raconte. La partie 4 commence par une salle où l'air semble plus lourd que d'habitude. Pas parce qu'il fait chaud, pas parce qu'il manque d'oxygène, mais parce qu'il y a dans une salle de justice une chose invisible qui écrase tout, l'attente. L'attente d'une explication, l'attente d'un coupable. L'attente d'un récit suffisamment solide pour que le monde arrête de trembler. À ce stade. L'affaire Meredith Kircher n'est plus seulement une enquête, c'est devenu un théâtre. Un théâtre où chaque geste, chaque émote,
ciò che Silence est interprète come un symbole. Et c'est là que commence la grande dérive. Quand une justice, censée être un lieu de procédures, devient un lieu d'images, on entre dans la période où l'on ne regarde plus seulement les preuves. On regarde les personnes qui portent ces preuves, on regarde leur visage comme on regarderait une confession. On regarde leur posture comme on regarderait une intention, et le public, qui n'a pas accès à la complexité des dossiers, se nourrit d'une chose beaucoup plus simple. L'impression, dans un procès médiatisé. L'impression est dangereuse, elle est séduisante. Elle donne l'illusion de comprendre vite, mais elle n'a pas la discipline des faits. Alors Pérouse s'installe dans une nouvelle phase. C'est là où l'affaire devient un feuilleton mondial. Les caméras campent, les micros guettent. Les titres se répètent. On parle de scandale, de mystère, de doute, de révélations. Les médias internationaux entrent dans la danse. Et chacun arrive avec SIS réflexes, SIS angles, SIS préjugés d'un côté. Une lecture qui insiste sur le fonctionnement de la justice italienne. SIS lenteur. SIS rebondissements, 16 figures très exposées. De l'autre, une lecture qui cherche une histoire plus familière. La jeune étrangère prise dans une machine, ou au contraire la jeune étrangère dont l'image dérangée suscite le soupçon. Et au milieu, la réalité tatouée d'un procès. Des documents, des expertises, des contradictions, des procédures qui ne sont pas faites pour la télévision. Mais la télévision, elle, ne s'adapte pas. Elle découpe, elle simplifie, elle dramatise. Et quand elle dramatise, elle crée un phénomène presque inévitable. La polarisation. Cette polarisation n'est pas seulement une opinion. Elle devient une identité. Les gens se disent plus je pense. Ils disent je sais. Ils choisissent un camp comme on choisit une équipe. Ils se mettent à défendre leur camp non pas parce qu'ils ont tout lu, mais parce qu'ils ont investi émotionnellement. Et dès qu'on investit émotionnellement, la vérité devient une menace. Parce que la vérité pourrait vous obliger à admettre que vous êtes trompé, ou se tromper publiquement sur une affaire aussi violente. C'est insupportable pour l'ego. Alors on s'accroche. On s'accroche aux phrases qu'on a déjà répétées. On s'accroche aux détails qui confirment. On ignore ce qui gêne. On transforme la complexité en complot. C'est là que l'affaire cesse d'être seulement une tragédie. Elle devient une leçon brutale sur le monde moderne. Une tragédie peut être absorbée par les besoins de récit jusqu'à devenir une guerre culturelle. Dans ce climat, l'arène du procès devient un endroit où les gens attendent non seulement des preuves, mais une performance. On veut voir des émotions correctes, on veut voir de la douleur comme il faut. On veut voir du chagrin qui correspond à l'idée qu'on se fait du chagrin. Et quand une personne ne correspond pas, on la punit. C'est un mécanisme cruel. Parce que le traumatisme ne s'exprime pas de manière standard. Certaines personnes se fermentent. Certaines parlent trop. Certaines rient nerveusement. Certaines deviennent étrangement calmes et si calmes. Dans l'huile du public, deviennent suspects. Dans cette affaire, les comportements d'Amanda Knox ont été dissectés, comme si son corps devait fournir une vérité que les preuves ne donnaient pas encore clairement aux yeux de tous. Elle a été transformée en objet d'analyse morale. Sa jeunesse, sa sexualité supposée, SIS photos, sa manière de parler, sa manière d'exister. On l'a jugée avant même de la juger, et ce jugement parallèle contamine tout. La manière de lire le dossier, la manière de lire les audiences, la manière de comprendre chaque détail. Wikipédia. Wikipédia. Wikimother_of_Meredith_Kircher. UM_source =ChatGPT. Commis a coat.
Raffaele sollecitò espris dans une autre forme de suspicion, celle de l'homme associé. Celui qu'on imagine influence ou influençant, celui dont la place dans le récit est souvent définie par sa relation. Comme si une relation suffisait à expliquer un crime, et Rudy Guede condamne dans sa procédure, reste paradoxalement au centre juridique de la scène tout en étant parfois relégué. Médiatiquement, dans des récits qui ont besoin d'un duel plus dramaturgique. Coupable ou innocent, victime du système ou monstre caché. Wikipédia. ORTPs in Wikipedia, _Meredith_Kircher. UTM_source equals sign ChatGPT. Comme si décalage nourrit une sensation étrange, comme si l'affaire avait deux vérités en parallèle. Une vérité judiciaire, qui travaille avec des procédures et des verdicts. Et une vérité médiatique, qui travaille avec des personnages et des émotions. Et plus ces deux vérités se contredisent, plus la société s'excite, parce que la contradiction est addictive. Elle donne l'impression d'un mystère. Elle donne l'impression qu'il y a quelque chose qu'on nous cache, ou dans beaucoup d'affaires, ce qu'on appelle mystère n'est parfois qu'une chose moins spectaculaire. La complexité. La complexité des sens. La complexité des procédures. La complexité des humains. Mais la complexité n'a pas la même saveur qu'une conspiration. Alors la conspiration gagne. À mesure que le procès avance, on entend des mots qui deviennent désormais ADN, contamination. Procedure, chain de possession. Fiabilité, expertise. Et ces mots, au lieu d'éclairer, deviennent des bannières. Chacun brandit la science comme si la science parlait d'une seule voix. Mais la science, ici, est disputée, interprétée. Discuter notamment sur certains éléments comme le couteau et le fermoir, qui ont nourri des débats sur la collecte et la solidité des conclusions. Science Direct, Comic Tips. www. Science Direct. Comme science article PS 18724973163000333 wood_source equals sign ChatGPT. Comme dans une salle d'audience. Si ces débats sont normaux, ils sont même essentiels. Une justice ne doit permettre la contradiction, mais dehors. Ces débats sont perçus comme des scandales, est un scandale. Dans une affaire médiatique, est un carburant. Il y a alors un autre effet secondaire, plus profond. La perte de confiance. Certains se mettent à croire que la police était trop rapide. Trop dur, trop précis. D'autres se mettent à croire que la défense manipulée, que l'argent, la célébrité, l'international peasant. Chacun se met à soupçonner l'autre camp non pas de se tromper, mais de mentir. Et quand on soupçonne l'autre camp de mentir, on n'écoute plus. On attaque, on ridiculise, on humilie. La polarisation devient une violence. Et cette violence se répand jusque sur les réseaux, sur les forums. Dans les commentaires, on voit apparaître désormais des gens qui n'ont jamais rencontré Meredith. Jamais vu la maison, jamais lu un rapport complet. Mais qui parlent comme s'ils étaient dans la pièce, ils choisissent un camp et ils y mettent de la rage. Cette rage a une conséquence directe. Elle déshumanise. Elle déshumanise les accusés, qu'on transforme en monstres ou en martyrs. Elle déshumanise les enquêteurs, qu'on transforme en incompétents ou en conspirateurs. Elle déshumanise les juges, qu'on transforme en marionnettes. Et elle déshumanise la victime, parce que la victime devient un drapeau plutôt qu'une personne. Dans cet effet, on sent aussi le poids d'une autre injustice collatérale. Le cas de Patrick Lumumba, dans la tempête des premiers jours. Il a été accusé à tort, arrête. Puis libéré après confirmation d'alibi, et sinon.
Même une fois écarté de l'homicide, restait comme une cicatrice morale. La preuve qu'une enquête sous pression peut produire des dégâts irréversibles sur des innocents, cette dimension. Juridiquement distincte, restera une part durable de l'affaire avec une condamnation pour diffamation calomniale liée à cette accusation initiale. App News, comme HTTPs. App News, comme article 667-277-A1872206590503737375353811BR. _source =ChatGPT. Si point est essentiel parce qu'il met à nu la mécanique. Quand un système est sous les projecteurs, quand le monde exige une fin, les sérieux ne sont pas seulement possibles. Elles deviennent improbables à chaque erreur. Dans une affaire aussi exposée, devient un poison supplémentaire. Par lequel nourrit l'idée que tout est faux, elle nourrit l'idée que tout est manipulé. Elle nourrit le cynisme, ou le cynisme est un monstre à part entière. Il détruit la possibilité même d'une vérité partagée dans le process. Le thème est étrange, il avance. Mais il semble tourner chaque jour et ajoute des éléments. Mais chaque élément est immédiatement avalé par les commentaires. Les gains ne retiennent pas les nuances. Ils retiennent ce qui confirme, et pendant que le monde retient. La famille Kirche continue de traverser une douleur qui n'a rien d'un débat pour une famille. Chaque audience est une double peine d'un côté. On espère que la justice approche d'une réponse de l'autre. On sait qu'on va entendre des détails, revoir des images, revivre des instances qu'on voudrait effacer. On sait surtout que, quoi qu'il arrive, la fille ne reviendra pas. La justice, même parfaite, ne rend pas, alors. Qu'on cherche un vraiment dans un processus comme celui-ci, on cherche une chose plus rare que la punition. Une cohérence morale, l'idée que le monde, même violent, peut être nommé, décrit, compris. Et que ce qui est arrivé ne restera pas dans le brouillard, mais le brouillard. Ici ne vient pas seulement des faits. Il vient de la tempête médiatique qui transforme chaque pas en polémique à ce moment-là. Un phénomène se produit, l'affaire devient un symbole de tout ce qui divise. Elle divise les cultures judiciaires, elle divise les perceptions de la science. Elle divise les opinions sur le rôle des médias. Elle divise les visions de la justice elle-même. Doit-elle être une machine froide ou doit-elle répondre à l'émotion collective? Et plus elle devise, plus elle y attire. Parce que le conflit attire, si qui attire. Ensuite, c'est l'idée de renversement. Les publics aiment les renversements parce qu'ils donnent l'impression qu'on découvre enfin la vérité. Un renversement. C'est une drogue narrative. Il vous promet une révélation. Il vous promet que vous étiez sur le point de comprendre et que maintenant, vous allez comprendre. Alors, à chaque étape, on atteint le moment où tout va basculer. Un expert qui contredit. Un témoignage qui fiche, une décision qui choque. Chaque bascule devient une émotion collective, et dans cette émotion collective, on oublie une réalité simple. Un process n'est pas une série télé. Un process est une tentative humaine, imparfaite, de rapprocher des faits d'une vérité juridique, et cette tentative. Quand elle est sous les projecteurs, à un coup, elle devient plus fragile. La partie force se referme sur une sensation de point de non-retour. De somme, l'affaire ne peut plus être juste une affaire. Même si la justice rend un verdict, le monde continuera de débattre. Parce que le monde a investi trop d'identité dans ces camps, et c'est là que le suspense devient plus cruel. Ce n'est pas seulement le suspense du verdict, c'est le suspense de l'après. Que se passe-t-il quand un verdict tombe dans une société déjà fracturée? Est-ce que le verdict referme la porte? Ou est-ce qu'il devient simplement un nouvel épisode?
un nouveau carburant, une nouvelle ligne de front. Dans la nuit de Pérouse, si n'est plus seulement la mémoire de vie de la pergola qui pèse. C'est la mémoire de tout ce que le monde a projeté sur cette maison et cette mémoire. Désormais, à sa propre vie, elle ne se contente plus de demander. Qui a fait quoi? Elle demande plus dangereusement. Qui contrôle l'histoire? Et cette question. Une fois posée, ne lâche plus personne. La partie 5 commence par un basculement intérieur. C'est lui qui arrive quand un dossier ne se contente plus de diviser une ville. Mais il divise le monde au point que chacun finit par défendre non pas des faits, mais une identité. Parce que à ce stade, l'affaire Meredith Kircher n'est plus seulement une tragédie judiciaire. Elle est devenue une frontière, d'un côté. Jusqu'à se sentant obligés de croire aux autorités, à l'enquête, à la logique d'un procès mené dans un pays souverain, de l'autre. Ceux qui se sentent obligés de croire à l'erreur, à la dérive, à l'idée qu'une machine a pris une direction et qu'elle refuse de l'admettre, est entre ces deux rives. On gouffre la certitude émotionnelle. Si n'est pas la preuve qui commande, ici. C'est l'attachement. Quand on s'est attaché à une recette, on le défend comme on défend un projet. On le défend même quand il se fissure. On le défend surtout quand il se fissure, parce qu'une fissure est une humiliation. Elle vous force à reconnaître que vous avez pu vous tromper, que vous avez pu répéter une version trop vite, que vous avez pu juger des êtres humains sur des impressions. Alors on ne lâche pas. On dorsit, on se moque du camp d'en face. On le traite d'aveugle, de naïf, de manipulé, et place on dorsit. Place le dossier devient une guerre culturelle. Cette guerre culturelle a un décor très précis. Le visage d'une jeune femme américaine et le nom d'une jeune femme britannique morte trop tôt. Deux noms de Vénus symbolisent. Alors qu'ils auraient dû rester si qu'ils étaient au départ une victime. Et des personnes interrogées dans une enquête, mais la machine médiatique ne s'est pas se contenter de la simplicité. Elle voit des personnages, des arcs narratifs, des retournements. Alors le monde se met à vivre l'affaire comme un match. Il y a des pro-Knox, des anti-Knox. Il y a des pro-justice italiennes, des anti-justice italiennes. Il y a des journalistes qui se répondent comme des adversaires. Il y a des livres, des documentaires, des émissions. Chacun avec sa promesse. La vérité quand ne vous dites pas ce que cette promesse fabrique. En réalité, c'est une polarisation permanente. Plus on promet une vérité cachée. Plus on nourrit l'idée qu'il existe des camps et des conspirations, danses et brutes. Les faits continuent pourtant d'exister et ils continuent d'épiser. Mais comme des pièces qu'on porte dans les poches sans vouloir les regarder. Le nom de Rudy Guede. Condamné pour l'homicide dans une procédure distincte, restez là. Comme une réalité judiciaire solide et pourtant, dans les débats publics, cette réalité devient parfois un simple élément de décor. Parce que le monde a déjà investi son énergie dans un duel plus dramatique, plus exportable, plus polarisant. Alors, la question se déforme au lieu de demander qu'est-ce qui arrive. On demande que signifie ce qui arrive, et ce qui signifie est un piège. Parce qu'il ouvre la porte à tout ce qui dépasse le dossier, la morale, le jugement social, les stéréotypes. La presse, en particulier, adore les symboles de transgression. Elle adore les histoires ou la sexualité. Real you suppose, déviant d'un angle. Elle adore les images qui choquent parce qu'elles permettent de vendre une émotion simple. Le dégoût, la colère, l'indignation. Et c'est là que la violence de l'affaire se déplace. Elle se déplace de la scène du crime vers la scène sociale. On ne tue plus avec une armée. On tue avec des récits. On tue la réputation. On tue l'humanité.
On tout la nuance, Amanda Knox. Dans l'imaginaire, n'est-ce plus une étudiante sous choc dans un pays étranger. Elle est déviante, selon le camp. Soit une figure de l'injustice, soit une figure du mal dissimulé. Et c'est qui est effrayant, si n'est parce que ces lectures existent. C'est qu'elles deviennent indiscutables pour ceux qui les portent. On n'y débat place. On accuse, on ridiculise, on humilie, on écrit des phrases définitives qui se répandent plus vite que les dossiers. À partir de là, le procès n'est plus seulement un endroit où l'on examine la preuve. C'est un endroit où le monde vient chercher la confirmation de ce qu'il croit déjà. Chaque audience devient une bataille pour qui gagne. Chaque détail technique devient une arme. Chaque incertitude devient un scandale. Chaque nuance devient une faiblesse. Or, une justice sans nuance est une justice dangereuse, parce qu'une justice sans nuance, c'est une justice qui cherche une fin, pas une vérité. Et quand le public exige une fin, il pousse la machine. Il pousse les institutions à ne plus tolérer le doute. Il pousse les décisions à devenir plus tranchantes que le réel. C'est exactement ce que cette partie doit montrer, la transformation du dossier en arène mondiale. Le pays n'est plus seulement l'Italie, le tribunal n'est plus seulement de Pérouse. Le tribunal est partout, dans les salons, dans les plateaux télé, dans les forums, dans les commentaires, et quand un tribunal est partout. Il ne juge pas seulement les accusés, il juge la culture. La police, les juges. La presse, il juge l'idée même de justice. C'est là qu'un phénomène presque inévitable se produit. On commence à parler de système. Le mot système est séduisant parce qu'il permet de rassembler les frustrations dans une seule boîte. Si le verdict ne vous plaît pas, c'est le système. Si la procédure est complexe, c'est le système. Si un détail manque, c'est le système. Si vous avez peur de vous être trompé, c'est le système qui vous trompe. Le mot système permet de ne plus regarder la complexité. Il permet de choisir un ennemi. Et choisir un ennemi, c'est plus confortable que vivre avec l'incertitude. Et Pérouse, dans les couloirs, les avocats, les magistrats, les experts continuent pourtant de faire ce que la justice exige. Confronter, argumenter, comparer. Mais dehors, on ne voit pas ce travail comme du travail. On le voit comme une stratégie, et c'est là que le doute devient toxique. Ils ne doutent plus des preuves, ils doutent des intentions. Ils veulent un coupable, ils veulent sauver leur image. Ils veulent protéger quelqu'un, ils veulent faire un exemple. Chaque phrase est un soupçon. Rapide, devient une réalité émotionnelle. Cette réalité émotionnelle entraîne un autre glissement. On commence à confondre incohérent et faux. Complexité et mensonge, or un dossier criminel peut être incohérent parce que la vie est incohérente, les souvenirs se contredisent. Les témoins sont imparfaits, les humains mentent parfois. Se protégent, se trompent. Les procédures ne sont jamais filmées comme dans les séries, la vérité. Souvent, ressemble à une mosaïque dont certaines pièces manquent. Mais dans une affaire aussi exposée, une mosaïque n'est pas acceptable. On voit une image nette. Alors on paint. On paint a grand traits. On paint une coupable idéale ou une victime idéale. Et quand on paint, on efface. On efface les contradictions. On efface les détails qui dérangent. On efface les victimes secondaires, celles que le public oublie parce qu'elles ne sont pas photogéniques dans le récit. Et parmi ces victimes secondaires, il y a Patrick Lumumba. Happé par les premiers jours de la tempête, accusé à tort, privé de liberté, puis rejeté hors du récit principal comme une note de bas de page. Ces noms-là, pourtant,
devrait être une alarme permanente. Il prouve qu'une affaire sous pression peut produire une injustice immédiate. Même avant le verdict, cette alarme aurait dû ralentir le monde. Elle l'a accéléré parce que le monde, quand il est déjà en guerre de recettes, n'utilise pas l'alarme pour se calmer. Il l'utilise pour attaquer, voyez. Il se trompe, ou au contraire, voyez. Elle y a menti, l'alarme devient un projectile. Et cette logique du projectile transforme la justice en champ de ruines dans cette cinquième partie. Il faut sentir l'épuisement monter, l'épuisement des familles, l'épuisement des enquêteurs, l'épuisement d'une ville devenue un symbole. Mais paradoxalement, plus les acteurs réels s'épuisent, plus le public extérieur s'enflamme, parce que le public extérieur ne porte pas la douleur. Il porte le divertissement, même s'il refuse de l'appeler comique. Il suit, il commente. Il choisit, il s'indigne. Il s'attache à des phrases, il transforme un dossier en roman. Et quand un dossier devient roman, la vérité n'a plus la même priorité que la dramaturgie. On commence à attendre des rebondissements, on voit une déclaration choc. On voit un expert qui détruit l'autre camp. On voit un verdict qui surprend. Cette attente est un poison, parce qu'elle change le sens du procès. Le procès n'est plus un lieu de justice, il devient un lieu de spectacle. Et un spectacle, même involontaire. Produit en conséquence terrible, il réduit les êtres humains à des rôles. Meredith devient la victime, Knox devient la suspecte ou la martyre. Solicito devient le compagnon, Gued devient l'autre. Et la famille Kircher devient la douleur, une douleur qu'on brandit parfois pour légitimer un camp. Comme si la douleur était un argument. La douleur n'est pas un argument. La douleur est un fait qu'on ne devrait pas instrumentaliser. Pourtant, dans une affaire polarisée, on instrumentalise tout, c'est là que l'on sent la transformation la plus profonde de cette histoire. Elle n'est plus seulement une enquête sur un meurtre, elle devient une enquête sur nous. Sur la manière dont nous consommons les drames, sur la manière dont nous voulons défense, sur la manière dont nous préférons un récit propre à une vérité compliquée, sur la manière dont nous avons besoin de héros et de monstres. Même quand la réalité refuse de se plier, et plus cette prise de conscience monte. Plus une inquiétude s'installe, que se passera-t-il quand un verdict tombera? Parce qu'un verdict, dans une affaire normale, fermer une porte, il peut être contesté. Oui, mais il donne une direction. Ici, un verdict risque d'être seulement un nouvel épisode. Une nouvelle ligne de front, une nouvelle preuve que l'autre campus fut corrompu. Et si le verdict devient un épisode, alors la justice perd sa fonction réparatrice. Elle devient un carburant de division. La partie vive se termine sur cette tension-là. Presque insupportable, le dossier est arrivé à un point où tout le monde prétend chercher la vérité. Mais si la vérité ne suffit pas à calmer qui se souhaite, parce que chacun a déjà construit son identité autour du camp qu'il défend. Et dans cette atmosphère, une question se met à flotter. Place lors de que toutes les autres, si la justice rend une décision. Mais ce que le monde refuse de l'entendre autrement qu'à travers ses préjugés, alors qui, exactement, est encore en train de protéger Meredith, parce qu'au fond, le cœur de l'histoire n'a jamais été la guerre des camps. Le cœur de l'histoire, c'est une jeune femme qui ne rentrera jamais chez elle. Et pendant que la planète se dispute sur des récits, il y a une vérité simple qui reste, silencieuse. Comme une bougie au milieu d'un stade, une vie a été prise. Et autour de cette vie prise, le monde est en train de décider si la justice sera un acte de vérité ou un spectacle de plus. La partie 6 commence par une phrase qui tombe comme une gifle froide au milieu d'un monde déjà fracturé. Astérisque, astérisque, ce n'est pas fini. Astérisque, astérisque.
Dans une affaire normale, un verdict ressemble à une porte qui se ferme. On peut contester, on peut souffrir. On peut ne pas comprendre, mais on sait au moins où la porte mène. Ici est Pérus. La porte ne se ferme pas, elle claque. Puis elle se rouvre, puis elle se referme à moitié. Puis elle se rouvre encore, comme si la vérité elle-même refusait de rester dans une seule pièce. Et à chaque fois qu'elle se rouvre, le soufflet du public revient plus violent, plus exigeant, plus cruel. Parce que maintenant, la justice n'est plus seulement une institution. Elle est devenue un spectacle de résistance, un bras de fer entre des camps qui ne veulent plus seulement gagner un procès, mais gagner une version du monde, une version où l'on peut dire. Avec une certitude confortable, nous avions raison? Sauf que la justice n'est pas faite pour conforter les camps, elle est faite pour trancher dans l'inconfort. Et quand elle ne tranche pas d'un seul coup, quand elle revient en arrière, quand elle contredit ce que le public croyait établi, elle produit quelque chose de pire que la pure. Astérisque, astérisque, la colère. Astérisque, astérisque. La colère est plus dangereuse que la peur, parce qu'elle cherche une cible. Elle ne veut plus comprendre, elle veut punir. Dans les couloirs, les robes noires passantes, les dossiers s'empilent, les microphones s'étendent. Dehors, les flashes crépitantes comme si chaque clignement d'appareil pouvait arracher une vérité au visage des gens. Et au centre de ce vacarme, il y a une chose qu'on oublie trop facilement. Un crime qui n'a pas cessé d'être un crime, même si le monde la transforme en guerre. Meredith Kircher est toujours morte. Son nom, Portent, a déjà été avalé par d'autres noms. Et voilà que la justice, au lieu de calmer cette femme de récit, la nourrit involontairement. Elle y avance en marches. Et chaque marche est un nouveau tremblement de terre. Le tombe judiciaire commence à ressembler à un escalier qui mène vers une lumière, puis redescend dans l'ombre. On a un premier jugement, on croit que c'est lax. On s'y accroché, on se dit. Voilà, maintenant. On sait, puis viennent les appels, les annulations, les renvois, les reconvictions, et le public. Lui ne suit pas ces mécanismes comme des mécanismes. Il les vit comme des trahisons ou des réparations, selon son camp. Wikipédia 1, les plus terrifiantes. Dans cet escalier, c'est ce qu'il ne ressemble pas à une progression. Il ressemble à une spirale, et une spirale à une propriété sinistre. Elle donne l'impression d'avancer, alors qu'on tourne autour du même noyau. Dans cette spirale, les mêmes mots reviennent. Obsedence, ADN. Contamination, chain de possession. Fiability, doubt reasonable. Le public les prononce comme des slogans, les experts les prononcent comme des nuances. La différence entre slogan et nuance, ici. Déviant la différence entre guerre et justice. Parce que la justice peut survivre à des contradictions. Elle ne peut pas survivre à une foule qui refuse la complexité. À chaque étape, la presse simplifie, elle doit simplifier. C'est sa nature. Mais dans cette affaire, la simplification devient un accélérateur d'incendie. Elle fait croire à des renversements spectaculaires. Alors que la réalité est souvent plus séchée. Procedures, motifs, insufficiencies, critiques de méthode. Et pourtant, dans l'imaginaire collectif, on ne retient pas la sécheresse. On retient les images. On retient l'instant où une personne sort d'un tribunal. On retient un visage fermé, une larme. On regarde dur. On retient une phrase lâchée au micro. Et ces images deviennent le dossier, comme si le dossier était un film. Sauf que le dossier, lui, continue de vivre dans des pages, des paragraphes.
des rapports est dans 6 pages. Il y a un autre nom que le public traite souvent comme une parenthèse, alors qu'il est central juridiquement. Rudy Gued, juge se permet. Condamne l'ai à la scène par des éléments matériels. Cette réalité-là existe, solide, pesante, Wikipédia 1. Mais dans la guerre des récits, le public n'a pas choisi une histoire où est le centre. Le public a choisi une histoire où l'on se bat à propos de 2 autres noms, parce que 2 noms permettent un duel. Et qu'un duel est plus addictif qu'une explication, alors la spirale s'enfonce. On ne cherche pas seulement à comprendre ce qui est arrivé. On cherche à défendre une interprétation de la justice italienne elle-même. La justice devient un personnage, est un personnage. On l'aime ou on le hait dans cette phase. L'Italie est observée comme un théâtre exotique par certains regards étrangers. On compare. On caricature. On juge. On parle de chaos, de cercle, de process médiatique et de l'autre côté. Certains regards italiens se crispent. Ils voient dans les critiques internationales une arrogance, une incompréhension, une volonté de dicter la vérité depuis l'extérieur. Alors si il n'est pas seulement un process, c'est une bataille de souveraineté symbolique. Une bataille où chacun croit défendre la justice, mais où chacun défend aussi sa fierté. Et pendant que cette fierté gonfle comme une voile dans une tempête, il y a des êtres humains. Au centre, qui vivent l'usure. L'usure, si n'est pas seulement la fatigue. C'est la destruction lente de l'idée qu'une vie peut redevenir normale, être jugée dans une affaire médiatisée. Si n'est pas attendre un verdict, c'est vivre dans une cage dont les barreaux sont faits de titres et de commentaires. Mimi quand on est dehors, on est dans. Chaque nouvelle étape rallume la cage, chaque appel rouvre la cage. Chaque décision de cassation fait vibrer les barreaux, aide le monde. Dehors, regarde la cage comme on regarde un spectacle. Dans l'intimité des familles, la spirale est encore plus cruelle. La famille culture, elle ne peut pas choisir un camp confortable. Elle ne peut pas se réfugier dans l'élégance du débat. Elle vit avec une absence, et une absence ne se discute pas. Elle se subit. On parle souvent. Dans les affaires judiciaires, de closure, de clôture, comme si la justice pouvait fermer quelque chose. Mais cette affaire apprend une vérité brutale. La justice peut prononcer des mots. Elle ne peut pas rendre la paix si le monde refuse d'arrêter de se battre autour. Et plus la spirale avance, plus la victime se retrouve tirée comme une corde entre des scombs. On branded Meredith. On prononce son nom pour gagner un argument. On l'utilise pour donner du poids à une indignation. Et cette instrumentalisation, même involontaire, est une violence supplémentaire. Elle transforme une personne en utile. C'est à ce moment là que la part la plus toxique de l'affaire se révèle avec force. La preuve que la tempête ne détruit pas seulement la vérité. Elle est détruite aussi des innocents sur les boards, parce que le dossier, dans ses premières jurés, a déjà produit une injustice collatérale énorme. Patrick Lumumba accuse a tort. Arrête, expose. Et même lorsque l'homicide se déplace juridiquement à lieu, cette cicatrice reste là comme un rappel. Sous pression, une enquête peut faire tomber des gains qui n'auraient jamais dû être dans la tempête. AP News, tout s'y rappelle? Au lieu de calmer le monde, devient encore une fois un projectile dans la guerre des récits. Pour certains, preuve que la machine a déraillé dès le début. Pour d'autres, prouve qu'il y a un mensonge qu'il doit être puni. Et c'est exactement ce qui rend la spirale si percutante. Tout peut être utilisé par tout le monde. Dans tous les sens, sans jamais ramener Meredith à ce qu'elle était une jeune femme à qui on a pris la vie dans une chambre d'étudiante. La spirale judiciaire, elle est
Continue. Elle remonte. Descend. Se contredit. Se réorganise et dans l'imaginaire collectif. On commence à ressentir une chose presque insupportable, l'idée que la justice n'est pas un bloc, mais un organisme qui corrige, qui annule, qui renvoie, qui critique ses propres gestes dans une démocratie. Cela devrait être un signe de solidité, la capacité à se remettre en question. Mais dans une société polarisée, cela ressemble à une vue de faiblesse. Et la faiblesse dans une affaire de meurtre n'est pas tolérée par le public. Le public vote une ligne droite. La justice, elle, avance parfois en zigzags, parce que la vérité est rarement une ligne droite. Alors la spirale continue jusqu'au moment où le monde retient son souffle comme si c'était la dernière scène. La Cour de cassation. Le mot cassation, pour le public, sonne comme fin, comme son maître, comme dernier mot, et quand le dernier mot tombe. Le 27 mars 2015, il a une poète particulière. Il met un terme définitif à la condamnation pour meurtre et met en avant les failles de l'enquête et de l'insuffisance probatoire en s'appuyant sur l'idée du doute raisonnable. Wikipédia 1. Dans un monde non polarisé, si sera la fermeture de la porte, dans ce monde-ci, c'est une nouvelle explosion, parce qu'un dernier mot ne calme pas toujours. Un dernier mot peut humilier ceux qui ont construit leur identité sur la certitude inverse. Il peut provoquer une rage froide. Une impression d'injustice. Il peut aussi soulager. Oui, mais son soulagement mélange à la brûlure d'années perdues. Et pendant que la planète commente si verdict comme un match qui se termine, la réalité, elle reste plus lourde que tous les débats. Meredith ne revient pas. Rudy Guerre restait le seul condamné de façon définitive pour l'homicide. Dans les faits judiciaires, Wikipédia 1. Amanda Knox et Raphaël Solicito sortent de l'ombre du meurtre, mais pas de l'ombre médiatique. Parce qu'on ne sort pas d'une histoire mondiale. Une histoire mondiale vous suit comme une silhouette. Et dans cette ombre persistante, une autre vérité continue de grincer. L'accusation contre Lumumba n'a pas été effacée comme un simple malentendu. La dimension de diffamation. Elle demeure comme une cicatrice juridique distincte. Et elle prolonge la sensation que l'affaire n'en finit jamais vraiment. AP News 2. Si detail est capital, parce qu'il empêche le monde de respirer complètement. Il empêche le récit d'avoir une fin propre. Il rappelle que même si la justice a tranché sur les meurtres, l'histoire continue d'avoir des conséquences, des dommages collatéraux, des résidus, et dans une affaire aussi polarisée. Les résidus deviennent des braises, un soufflet dessus. Et le feu reprend, c'est cela. La dernière tension de la partie 6, le sentiment que la justice parle, mais que le monde ne cède plus écouter. Parce qu'écouter demanderait de reconnaître une chose difficile. Qu'on peut s'être trompé, ou qu'on peut n'avoir jamais su. Que la vérité judiciaire n'est pas toujours la vérité émotionnelle des gens. Que certaines personnes auront toujours l'impression que la bonne fin n'est pas arrivée. Parce que la bonne fin, dans l'hostétesse, aurait dû tout expliquer, tout réparer. Tout comme, ou rien n'est réparé. Rien n'est calmé complètement. Et le crime. Lui n'a jamais été une histoire. Il a été un trop. Alors la partie 6 se referme sur une sensation presque adulte. Presque claquante. Dans le vacarme des verdicts. Des renversements, des crises de victoire et des crises de colère. L'affaire Meredith Kircher révèle si qu'elle a toujours été, au fond, une tragédie amplifiée par une époque qui ne supporte pas les doutes, une époque qui vote des fans nets, une époque qui préfère un camp à une nuance, une époque qui consomme la justice comme on consomme une série.
Et pendant que cette époque consommée, une question reste suspendue, comme une lumière qui ne s'éteint pas dans un couloir vide. Si la justice peut monter et descendre l'escalier jusqu'au dernier mot, mais est-ce que la société, elle, reste divisée et affamée, alors qu'est-ce qui finit réellement? Le process peut être la douleur. Jamais est la guerre des récits. Elle n'attend qu'une seule chose pour recommencer. Une nouvelle étincelle.